Aujourd'hui, journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Thème retenu cette année, préserver notre patrimoine pour les générations futures. Objectif, attirer l'attention du monde entier sur l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire va abriter l'événement les 6 et 8 novembre prochains, événement qui va réunir les représentants des pays membres de l'Union internationale du gaz. République démocratique du Congo, 3e jour de combat entre l'armée et la rébellion. L'armée dit avoir repoussé le M23 dans l'Est. Elle a appelé le Rwanda voisin à l'aider à désarmer les insurgés. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population ne pratique aucune activité sportive. Le taux de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires prend de l'ampleur. Faire du sport pour lutter contre ces maladies, c'est le message de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire, message qui sera développé tout à l'heure par la présidente de cette fondation, Mme Gouedan Diarafatou, invitée de votre Dimanche Magazine. Mais avant, feuilletons quelques pages du journal. Commençons déjà par ce point de presse sur la 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée. L'événement s'ouvre ici à Abidjan le 6 novembre prochain et ce sera l'occasion pour tous les acteurs de discuter sur les stratégies, les perspectives et opportunités du secteur gazier dans le golfe de Guinée. Le point avec Francis Boifo. Un an après son adhésion à l'Union internationale de l'industrie du gaz, la Côte d'Ivoire va abriter les 6 et 8 novembre prochains la 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée. Selon le directeur général des hydrocarbures, Ibrahima Diaby, le choix de la Côte d'Ivoire s'explique par le développement rapide du secteur gazier et la place qu'il occupe dans l'économie nationale. Le gaz, aujourd'hui, alimente 70% de la production d'électricité de la Côte d'Ivoire. Donc, le gaz est important, je dirais même stratégique pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire se doit d'être au rendez-vous international. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de ce forum régional sur le gaz. Déjà, nous valorisons très bien le gaz que nous produisons, mais nous ne nous contentons pas de cela. Nous voulons faire mieux. Nous voulons être à la pointe de la technologie et des meilleures approches, des meilleures stratégies pour être à jour des différents projets techniques, des développements en offshore profond de gisements de classe mondiale qui viennent d'être découverts dans le détroit du Mozambique par exemple. 300 participants issus d'une trentaine de pays africains sont attendus à Abidjan. Ils plancheront sur la monétisation du gaz, les projets collaboratifs interrégionaux et l'effet de levier du gaz sur les économies des pays. En marge de ce forum sur le gaz, les pays membres de la CEDEAO ainsi que le Mozambique, l'Angola et la Tanzanie se réuniront les 4 et 5 novembre pour échanger sur l'accès de l'énergie à moindre coût. Et cet atelier de formation, atelier organisé par le ministère de l'Artisanat, du Commerce et de la Promotion des PME, objectif, aider les responsables des petites et moyennes entreprises à être de véritables acteurs de l'émergence économique. Le point avec Abou Sanogo. Repositionner le secteur des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat comme opportunité de réussite économique et d'épanouissement social. Cela par le moyen de la formation, un défi que veut relever le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Cette formation avait pour objectif effectivement de renforcer les capacités en vue de leur permettre de gérer efficacement leurs entreprises à tous les niveaux. Et au terme de ces travaux, nous avons remarqué que les PME ont été vraiment intéressés par les modules qui ont été développés. Après 2 jours d'échange, les dirigeants de ces 2 secteurs d'activité s'engagent à participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est les techniques de vente qu'on nous a montrées et ensuite on nous a montré comment gérer les stocks. Et je pense qu'après cette formation, nous allons réussir à faire beaucoup de choses. Je souhaiterais que la Chambre de commerce et de l'industrie des PME puisse organiser ce genre d'ateliers. Ça rapporte beaucoup.
L'accès au financement, les techniques de négociation et de vente, la gestion managériale sont les modules enseignés au cours de cet atelier. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME entend offrir des stands aux participants lors de la journée promotionnelle des PME les 4, 5 et 6 novembre prochains. La Banque européenne d'investissement entre dans le capital de la microcred, une microfinance à hauteur de plus de 15%. Les détails avec Noël Niagnou. Les micro-entreprises, les très petites et moyennes entreprises, leur poids dans les économies de l'Afrique subsaharienne est important. 2 actifs sur 3. Ces micro-entreprises ont même un rôle moteur en termes de développement économique. Malheureusement, les responsables de ces micro-entreprises ont un accès très limité au marché des financements. Leur seul espoir, la microfinance, et les résultats sont éloquents. À titre d'illustration. Je fais maintenant la Chine, je fais la Thaïlande, je fais la Turquie. Donc avant, j'étais loumé sur ma sous-région. Maintenant, aujourd'hui, je vais plus partout. Ça me permet aussi, puis au niveau des magasins, ça m'a permis aussi de plus grandir, puis de pouvoir faire un peu plus d'économie. Voilà qui motive l'intervention de la Banque européenne d'investissement dans le secteur de la microfinance pour la redynamiser parce qu'elle constitue l'une des composantes stratégiques du développement de la Côte d'Ivoire, conformément au PND, Plan national de développement 2012-2015. Microcred a été depuis 5 ans maintenant un partenaire de la banque et la Côte d'Ivoire représentait un pays assez évident pour pouvoir relancer une institution qui soutient réellement l'économie réelle, qui travaille avec des petits commerçants, des entrepreneurs individuels et des petites entreprises. 1,6 milliard d'euros, soit 600 millions de francs CFA, 15,6% du capital, la microcred. L'entrée officielle de la Banque européenne d'investissement dans le capital, la microcred, est officielle depuis ce jeudi 24 octobre et les modalités d'accès ont été rappelées. La microcred, depuis fin octobre 2013, c'est 64 000 comptes d'épargne, 27 000 clients pour un volume global d'épargne de 11 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Thème retenu cette année, préserver notre patrimoine pour les générations futures. Objectif, attirer l'attention du monde entier sur l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. Franck Kwadjo pour plus de détails. La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel est l'occasion de réfléchir et d'agir pour léguer aux générations futures les moyens de comprendre leurs origines. Un devoir de conservation donc des archives cinématographiques et télévisuelles qui s'impose comme un défi illustré bien par ces propos de la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Irina Bokova. Une idée renforcée d'ailleurs par le thème choisi cette année, préserver notre patrimoine pour les générations futures. Et pour y parvenir, l'outil numérique est plus que jamais sollicité, mais la tâche de l'UNESCO n'est pas facile. Même au niveau des grandes institutions audiovisuelles, surtout en Afrique subsaharienne, les moyens et méthodes de conservation ne sont pas toujours adaptés aux normes. À cela s'ajoute le manque de culture de l'archivage et de la conservation chez le citoyen moyen. Le chantier est donc immense. L'instauration de la Journée du patrimoine audiovisuel, instituée depuis 2007 par l'UNESCO, permet chaque année de dresser les différentes avancées. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les acteurs se réuniront ce lundi 28 octobre à la Bibliothèque nationale pour dresser les perspectives. Les droits et devoirs des travailleurs au centre d'un séminaire initié par le SYNINFO, le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, a notamment abordé la question de la pension du travailleur et les rapports entre l'employé et l'employeur. Grâce Kando. Les travailleurs et les employeurs ont souvent des rapports tendus. Une situation qui peut avoir des répercussions sur la performance de l'entreprise. Comment parvenir à des relations saines, particulièrement dans le secteur des médias? C'est tout le sens de ce séminaire de formation initié par le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Il faut savoir où tu vas quand tu es au sein d'une entreprise. Dans l'entreprise, tout travailleur, tout syndicaliste principalement, qui ne connaît pas ses droits et devoirs est souvent dangereux pour l'entreprise. Droits et devoirs du travailleur, mode de gestion de la pension, des sujets abordés au cours de ce séminaire. Nous partons tous dans le voile, chacun attend
de travailler. Mais je travaille comment? Je travaille sur quelle base? Quels sont les problèmes que je vais rencontrer? Qu'est-ce que je peux faire lorsque je rencontre ces problèmes? Et lorsque les gens arrivent à la retraite, ils sont étonnés de la situation dans laquelle ils se trouvent. Des participants semblent avoir perçu le message. Ce que le conférencier a fait, c'est de nous édifier sur les droits et les devoirs des travailleurs. Et je pense que c'est très important. Surtout dans le secteur des médias, on nous parle de libéralisation. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Je pense que c'est important de le savoir. Le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information a pour mission en haute la défense des droits du travailleur. Ce coup de peinture, acte posé par plus de 400 femmes peintres à Yopougon, précisément dans les locaux du district de la police nationale. Ces femmes peintres ont été formées par une ONG espagnole. Objectif, lutter contre le chômage de la femme en milieu urbain. Doigt de laser. Des tenues jaunes et des cache-nez, les femmes peintres de l'ONG Africa Feliz donnent un éclat aux locaux du district de police nationale de Yopougon. Le métier de peintre, considéré comme un métier d'homme, est exercé par ces femmes avec aisance et passion. On a vu maintenant qu'on pourrait faire la même chose que les hommes. On peut attraper la brosse, le rouleau que voici, et on travaille en même temps. C'est merveilleux quoi, et on s'y plaît. Un homme de métier ne meurt pas de faim. Personnellement, je vis ça. Je me souviens bien, mon père m'a dit, malgré les diplômes que tu as eu, ma fille, je suis fière de toi. Plus de 800 femmes sont formées au métier de peinture par l'ONG Africa Feliz Côte d'Ivoire. Pour le président de cette organisation non gouvernementale, l'objectif visé est de permettre à environ 1500 femmes de se prendre en charge à travers ce corps de métier. Pour pouvoir lutter contre la pauvreté de façon efficace et le chômage de façon efficace en Afrique, il faut que des femmes intègrent des corps de métier qu'elles n'ont pas l'habitude d'intégrer. C'est une innovation, mais c'est pour dire en même temps que la femme est capable, au même titre que l'homme, de pouvoir se faire une place au soleil. Vous ne pourrez jamais avoir des résultats lorsque votre agent n'est pas dans un cadre adéquat. Si physiquement il n'est pas à l'aise et si dans son environnement de travail il n'a pas les moyens, vous ne pourrez jamais atteindre les objectifs parce que cet élément ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Un appui de l'ONG Africa Feliz pour offrir un cadre agréable de travail aux fonctionnaires ivoiriens. Les usuriers, communément appelés les magouillas, font aujourd'hui de nombreuses victimes. Ces usuriers prêtent de l'argent le plus souvent aux fonctionnaires à des taux d'intérêt très élevés. Les victimes de ces magouillas crient leur détresse. Une rencontre a eu lieu à cet effet au ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le point avec Michel Djigré. Abidjan Plateau, cité des affaires. Ici, l'on peut rencontrer de nombreux acteurs du secteur privé et public. À leur trousse, des margouillas, pas les reptiles, mais plutôt l'appellation à l'ivoirienne des usuriers, dont les cibles sont les travailleurs en détresse, comme M. Savané. J'ai déjà eu affaire à un margouillat, bien sûr, parce qu'il pullule dans le coin. Vous avez un problème de 20 000, et vous donnez 20 000, et vous remboursez jusqu'à 500, 540 000. Environ 5 000, c'est le nombre de fonctionnaires qui seraient victimes des pratiques des usuriers. Leur association est allée porter à la connaissance du ministre de la Solidarité et de la Famille le désarroi de ces agents de l'État. Ils vivent comme des parias, des clochards dans leur propre pays. Nous avons constaté que d'autres parlaient de l'abandon de leur épouse, des enfants qui ne peuvent plus encadrer, qui sont livrés à eux-mêmes et qui demain seront des dangers sociaux. Pour le ministre Anne Ouloto, il faut mettre fin à la pratique de l'usure en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle a invité les victimes à se remettre en cause. L'usure est interdite dans notre pays. Je veux bien porter votre problème, mais en même temps, je veux votre engagement. Je veux qu'ensemble, avec le gouvernement, avec le ministère en charge de la solidarité et de la famille, avec la Commission nationale de la famille qui bientôt sera mise en place, nous puissions sensibiliser toutes les familles de Côte d'Ivoire à revoir notre mode de vie. Et pourquoi vous aurez un problème demain? Si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous établissez, vous vivez sur la base d'un budget familial. Anne-Désiré Ouloto a annoncé qu'une enquête sociale sera très bientôt diligentée par ses services pour mieux apprécier l'ampleur de ce phénomène et prendre des décisions vigoureuses pour y mettre fin.
Levée du mot d'ordre de grève du syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire. Cette suspension de grève intervient après une séance de travail avec la tutelle. Michel Digré, une fois encore. À 72 heures de la mise en application du préavis de grève relatif à un arrêt de travail de 3 jours, le syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire se ravise. Cette marche arrière est le résultat d'une séance de travail du bureau exécutif du SINASI avec la tutelle. Le BEN du SINASI vient d'être reçu par le gouvernement, par Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle a par conséquent invité les assistants sociaux et assistants sociaux adjoints à faire confiance au gouvernement et au président de la République. Elle s'est engagée à organiser en liaison avec le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, une séance de travail avec le BEN du SINASI le lundi 4 novembre 2013 afin de parvenir à la résolution de nos légitimes revendications. Soucieux de la paix sociale, si cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, le BEN du SINASI annonce la suspension de son mot d'ordre de grève. Ainsi, il invite les camarades assistants sociaux et assistants sociaux adjoints au travail le mardi 29 octobre 2013 et à rester mobilisés et à l'écoute de leur syndicat pour les échéances futures. Le dépôt du préavis de grève était relatif à 2 préoccupations essentielles, pour le profil de carrière des assistants sociaux, la situation de 1090 assistants sociaux et assistants sociaux adjoints diplômés de l'Institut national de formation sociale en attente de recrutement. Hôpital de dialyse et de greffe de rein, Madame Henriette Konambedi récolte près de 400 millions de francs CFA en une soirée. Témoin de cet événement, Hamza Diaby. Des hommes et des femmes de valeur à une cérémonie de haute portée humanitaire, il fallait le faire et l'ONG Servir l'a réalisé. Ce soir, du 25 octobre, des centaines de donateurs, le cœur sur la main, ont investi le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Il s'agit de mobiliser des ressources à hauteur de 5 milliards de francs CFA au fin de la construction d'un centre médical d'excellence doté d'un plateau technique dédié pour les soins et les transplantations rénales. Il faut en moyenne 10 millions de francs CFA par patient pour la réalisation d'une transplantation de rein en Côte d'Ivoire. La construction d'un centre d'hémodialyse, une solution. Sa réalisation, cependant, ne sera possible qu'avec l'aide de bonne volonté. La vision est grande et elle nous amène à tourner notre regard vers vous, généreux donateurs, pour rendre possible la construction du Centre international d'hémodialyse et de greffe rénale. Grâce à Dieu et à votre appui constant, je suis certaine que l'année 2014 verra des murs de notre hôpital sortir de terre. Un rêve partagé par des donateurs heureux de contribuer à sa matérialisation. Nous sommes encore là cette année pour pouvoir nous mobiliser, pour pouvoir faire du lobbying, pour que, n'est-ce pas, ce grand centre hospitalier puisse avoir, n'est-ce pas, le jour, afin que nous puissions aider tous les malades, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. C'est la santé publique. Devons tous apporter notre contribution et cela va sauver des vies humaines. Ce projet, une fois réalisé, viendra hisser la Côte d'Ivoire à une position confortable en matière de santé. Je voudrais me permettre donc de féliciter Madame Henriette Bélier et son ONG Servir de penser à bâtir cet hôpital. Il sera donc un élément très fort dans le cadre donc du système de santé global de la Côte d'Ivoire. Les causes de la pathologie rénale sont multiples. Ce sont entre autres la médication non contrôlée ou l'hypertension artérielle négligée. Lorsque cette hypertension atteint le cerveau, le cœur et les reins, une insuffisance rénale chronique est observée. Les déchets de l'organisme ne sont plus alors éliminés par l'organisme lui-même. Une machine de dialyse est sollicitée dans ce cas pour l'y aider. Et en 17 ans d'existence, le combat de Servir est toujours le même. Faciliter la vie aux démunis et aux
aux malades de rein. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, soulage les enfants du quartier Éléphant de Port-Boué-Gonzagueville. Elle leur a offert des kits scolaires, valeur du don 3 millions de francs CFA. Doigt de laser. Port-Boué-Gonzagueville. Plus de 500 enfants du quartier Éléphant bénéficient de kits scolaires et des inscriptions en ligne gracieusement. Ce don d'une valeur de 3 millions de francs CFA est offert par l'ONG La Chaîne des Colombes. Selon Honorine Assoa, présidente de cette organisation non gouvernementale, ce don a été possible grâce au soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. À travers ce geste, la donatrice veut contribuer à l'éducation des enfants de la commune de Port-Boué. Des kits scolaires, des kits alimentaires et des kits vestimentaires. De Madame Dominique Ouattara, c'est la même qui symbolise le progrès social dans la simplicité, dans la discrétion et dans l'amour du prochain. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à la donatrice. Ils sollicitent pour la même occasion la première dame de Côte d'Ivoire pour leur cadeau de Noël. Maman Dominique Ouattara, vous venez de sauver les enfants de nos quartiers. C'est un grand soulagement pour nous. Maman Assoa Honorine demandait auprès de la première dame Dominique Ouattara de doter notre quartier d'écoles publiques, d'infrastructures sportives, d'eau courante pour notre épanouissement. Plusieurs enfants sans extrait de naissance ont été également soulagés. Leurs parents ont reçu des convocations de justice pour entamer le processus d'acquisition de leurs actes de naissance. Et sachez qu'une délégation de la Première Dame est en ce moment à Washington, D.C. pour la signature d'un protocole d'accord avec l'Université de Tulane afin de formaliser officiellement le cadre d'une enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Finale Aoulaba 2013 en images, 16 dames en lice hier et c'est Ouribale Ozoua Marie-Flore, épouse Nguessan, qui remporte l'édition 2013. Elle est Miss Aoulaba avec 160 points sur 180. Le concours était placé sous le signe, cette année sous le signe de la paix, de la réconciliation avec pour thème la femme, facteur de cohésion sociale. Cette messe en l'honneur du bienheureux Jean-Paul II, messe d'action de grâce présidée par son éminence Bernard Cardinal Agré à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les détails avec Grâce Kando. Une messe en l'honneur du bienheureux Jean-Paul II. Une cérémonie décrétée par le Saint-Siège et qui se déroule chaque année à la date du 22 octobre. À Abidjan, l'événement a été commémoré à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Une messe initiée par la Fondation Jean-Paul II, École d'Afrique. Elle était présidée par son éminence Bernard Cardinal Agré. Le pape, il était universel. Il voulait un monde nouveau. Le pape actuel a recommencé un monde nouveau où les pauvres aient un bon droit. Depuis 4 ans, la Fondation Jean-Paul II, École d'Afrique, apporte sa contribution à la consolidation des œuvres d'éducation de l'Église catholique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Nos séminaires sont en difficulté. Donc nous pensons que aider les séminaires, c'est aussi apporter la bonne nouvelle du Seigneur, puisque un prêtre formé, c'est aussi un messager du Christ qui va vers les autres. Donc c'est notre contribution à l'édification de l'Église de Côte d'Ivoire. C'est le 27 avril 2014 que les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II seront canonisés. Des personnages dont la vie a été marquée par des témoignages de foi. Le centre diocésain de Yamoussoukro abrite le premier congrès missionnaire catholique de Côte d'Ivoire. Il est question de faire en sorte que l'Église catholique soit plus forte. Charles Tatou. Des réflexions sur la vie de l'Église nationale, surtout des plans pour une évangélisation en profondeur qui va à la rencontre des âmes. Voilà le sens de cette rencontre dite congrès missionnaire qui intervient 118 ans après l'avènement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire
marqué aussi en 1960 par l'ordination du premier évêque ivoirien. L'enjeu de ce congrès missionnaire est donc clair. Faire passer l'Église famille de Dieu en Afrique de sa situation de terre de mission à celle d'Église en mission d'évangélisation. Église de Côte d'Ivoire, es-tu une église missionnaire ou une église qui ronronne et tourne en rond? Il s'agit donc, tout au long de ce congrès, de faire notre autocritique. Mais attention, autocritique ne veut pas dire autodestruction. Le clergé et plus de 150 laïcs issus des 15 diocèses catholiques du pays prennent part aux travaux au menu duquel plusieurs communications dont médias et évangélisation et mission et évangélisation, bilan et perspective. Les médias sont plus qu'importants dans l'annonce de l'évangile du salut et surtout dans la promotion de l'homme. Et l'Église s'inscrit dans cette logique d'associer les médias afin d'annoncer cette bonne nouvelle du salut pour tout homme et à tout homme. Il faut mettre l'accent sur l'inculturation. Il faut mettre l'accent sur le dialogue interreligieux et d'une façon singulière avec les adeptes de la religion traditionnelle. Et enfin, mettre l'accent sur la promotion humaine. Plusieurs personnalités administratives et politiques du pays ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Et hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, l'armée dit avoir repoussé le M23 dans l'Est. Elle a appelé le Rwanda voisin à l'aider à désarmer les insurgés. Après un peu moins de 2 mois de trêve, les affrontements entre l'armée et les rebelles ont repris vendredi, quelques jours après l'échec des pourparlers de paix engagés en Ouganda. Regardez. Poursuite des affrontements entre les forces loyalistes et la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le 2e jour consécutif des combats. Ils ont commencé vendredi à Kibumba avec le pilonnage par les troupes congolaises des positions des rebelles. Les deux camps annoncent ce samedi l'ouverture d'un 2e front dans la région de Mabenga, à 80 km environ de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Les éléments de la brigade d'intervention de la mission de l'ONU sont déployés sur le terrain. Ils apportent un soutien logistique, mais aussi un appui-feu aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le décor est planté, place maintenant au Dimanche Magazine. En Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population ne pratique aucune activité sportive. Constat, le taux de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires augmente de jour en jour. La recette de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire pour lutter contre ces maladies, c'est le sport. Et pour en parler, nous sommes avec Mme Gouedan Diara Fatou, présidente de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Gouedan. Bonjour. Vous êtes présidente d'une fondation, les maladies du cœur. Qu'est-ce qui a motivé la création de votre organisation? Ce qui a motivé la création de cette fondation, c'est un constat dans nos familles, les décès subits que nous vivons au sein de nos familles, des personnes proches, des personnes qui restent être des piliers de famille, et donc leur disparition qui impacte négativement sur l'organisation de toute une société, d'une famille, des cas d'hémiplégie qui représentent des drames dans certaines familles, et le constat de la méconnaissance même des maladies cardiovasculaires et leur impact, et surtout le constat que nous faisons que personne ne fait de sport en Côte d'Ivoire, pratiquement personne. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas spécialiste. Pourquoi mener un tel combat contre les maladies cardiovasculaires? Nous avons décidé de mener un combat contre ces maladies parce que leur impact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est négatif sur notre société, sur nos familles. Mais il était important pour nous que nous puissions nous engager sur
cette maladie-là, comme il y a des engagements sur le sida, sur le paludisme. Il était important que nous puissions nous orienter sur cet axe-là parce que dans nos populations, nous avons constaté que le taux de malades, le taux de décès était de plus en plus important. Même au niveau mondial, vous avez des chiffres assez importants. D'une façon générale, vous avez 35 millions de décès concernant les maladies chroniques non transmissibles, dont 30% sont attribués aux maladies cardiovasculaires. Pour nous, ce sont des chiffres qui sont extrêmement alarmants. Et tout à l'heure, vous avez annoncé 78% de notre population abidjanaise ne fait pas le sport, alors que le sport reste un élément important pour la prévention. Et justement, pour votre fondation, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, il faut pratiquer le sport. Et nous allons suivre cet élément terrain de Christelle Ménan, commenté par Abou Sanogo. Le sport, meilleur allié du cœur. Il est maintenant clairement établi que la pratique d'un exercice physique est indiquée dans la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est le leitmotiv de la Fondation des maladies du cœur du Côte d'Ivoire. Présidée par Mme Gouedan Diarafatou, elle s'est donnée pour mission de sensibiliser et aider à la prévention sur tous les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Plusieurs activités ont déjà été organisées dans ce sens. Le 21 septembre dernier, à l'occasion de la fête du sport, plus de 2000 personnes ont participé à une palette d'activités sportives. Course, football, tennis, canoë, kayak. Cette activité s'inscrit dans le plan d'action 2013 orienté sur la promotion du sport et d'une alimentation de qualité. 28 septembre, c'est la journée mondiale du cœur. Est-ce que vos activités ne se limitent pas seulement qu'à cette journée? Non, pas du tout. Nous, courant l'année, nous essayons de sensibiliser, d'initier les populations à la pratique de l'exercice physique et surtout à faire la promotion de la qualité de l'alimentation à travers des actions spécifiques. Nous avons par exemple la caravane Santé Active, qui est une caravane qui sillonne le district d'Abidjan, qui a pour objectif l'initiation et la découverte de la pratique de l'exercice physique. Nous avons la Journée internationale de la femme, où nous mettons comme pilier central la femme, parce qu'elle reste être un maillon important dans notre communication. Nous pensons qu'il est extrêmement important que la femme ait l'information qu'il faut afin de la faire parvenir au sein de nos familles, au sein de nos foyers, tant entendu que c'est elle qui est responsable de l'alimentation et de l'éducation de nos familles. Nous avons Enterprise Sport Day, par exemple, qui parle de l'initiation de personnel des entreprises au sport. C'est important parce que vous avez un personnel d'entreprise qui est assez stressé, qui est concentré sur l'activité professionnelle. Il était important pour nous d'initier ces actions-là vers ces populations cibles-là afin de les sortir plutôt de leur quotidien. Vous avez les journées de la prévention qui prennent en compte tout ce qui est dépistage systématique des populations cibles, surtout des populations constituées. Nous l'avons fait cette année avec le GSPM et ensuite la fête du sport qui est un événement important. Par rapport à ça, nous travaillons avec une vingtaine de fédérations. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui permet aux populations de venir découvrir et s'initier à la pratique de l'exercice physique, mais surtout faire un choix. Pour nous, il est extrêmement important que nos populations puissent faire un choix, découvrir la palette d'exercices physiques qui existe à travers les fédérations qui, elles aussi, nous accompagnent dans la promotion du sport en Côte d'Ivoire. Donc, ces événements-là leur permettent de venir découvrir, échanger avec ces spécialistes du sport et enfin de faire un choix. La Fondation est beaucoup active sur le terrain. Qui vous finance? Pour ce qui concerne le financement, vous avez plusieurs aspects de notre financement. J'ose dire, nous rendons toujours grâce à Dieu pour les financements, les appels personnels des personnes spontanées, ce qu'on appelle les donateurs privés qui font du mécénat. Nous avons une grande partie de nos activités qui est financée sur fonds propres aussi, ça faut le dire. Et ensuite, vous avez des entreprises quand même qui ont décidé de s'organiser pour accompagner les populations ivoiriennes, donc qui nous accompagnent dans la promotion du sport en Côte d'Ivoire. Et parlant des maladies cardiovasculaires, quelles sont les personnes exposées? Les personnes exposées sont des personnes qui représentent ce qu'on va appeler ici les facteurs de risque. Donc, pour ce qui concerne les facteurs de risque, vous avez les diabétiques, les sédentaires, vous avez les hypertendus,
Vous avez ceux qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire, on n'en parle pas souvent, et pourtant la mauvaise hygiène bucco-dentaire reste un facteur de risque assez important pour les maladies cardiovasculaires. Vous avez la mauvaise alimentation, c'est-à-dire une alimentation riche en gras, et puis en sel, et une alimentation qui manque complètement de légumes frais et de fruits frais. À quel moment il faut faire du sport? À quel rythme? Pendant combien de temps pour avoir un résultat santé? Pour avoir un résultat santé, il est important de dire qu'il y a des normes qui ont été établies par l'OMS. Il faut pouvoir le faire. Nous disons à nos populations d'abord de faire un choix d'une activité qui leur sied, parce qu'il est important qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas de contraintes dans la pratique de l'exercice physique. Au-delà de ça, il faut pouvoir le faire 4 à 5 fois dans la semaine, environ 30 à 40 minutes par séance, et ce qu'on va appeler d'intensité modérée pour avoir un objectif santé. Nous mettons l'accent surtout sur la régularité de l'exercice physique et non sur l'intensité de l'exercice physique. Parce que nous avons des cas de figure en Côte d'Ivoire où vous avez des études ont démontré que des personnes qui le font une fois disent qu'ils font l'activité physique, mais ce n'est pas correctement fait. Il faut le faire de façon régulière et non de façon intensive. Un exemple? Par exemple, je prends quelqu'un qui, malheureusement, ce qui ressort de nos études, c'est le manque de temps, donc qui s'adonne à l'exercice physique seulement le samedi matin. Il crée un intérêt favorable à son organisme. Mais il est extrêmement important que cette personne-là se mette à le faire de façon régulière durant la semaine pour qu'il atteigne un objectif santé d'abord. Par exemple, sur la dilatation des artères, ce n'est qu'en le faisant régulièrement que nous pouvons avoir une dilatation du diamètre des artères. C'est des aspects qui sont extrêmement importants. Il faut pouvoir le faire de façon régulière parce que des études l'ont montré sur le surpoids et sur l'obésité, que la pratique régulière de l'exercice physique avait un impact positif et diminuait de façon drastique le taux de cholestérol. Et pour une personne qui doit pratiquer le sport tous les jours? Oui. Deux fois par jour. Oui. Quel serait le résultat? Il peut avoir un résultat santé, c'est vrai, mais nous tenons à dire qu'il est extrêmement important que tout le monde se mette de façon régulière. Les normes qui ont été établies, c'est 4 à 5 fois dans la semaine, environ 30 à 40 minutes par séance de travail. Je crois savoir que vous existez depuis 3 ans. Oui. Votre bilan à mi-parcours? À ce jour, nous osons dire que notre bilan il est assez positif. Pourquoi? Parce que nous avons commencé des activités, avec 100 personnes, 120 personnes. Et aujourd'hui, nous avons initié plusieurs types d'activités avec des cibles différents sur des segments de notre population, des segments différents de notre population. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à regrouper sur des actions spécifiques, surtout dans les stades au niveau d'Abidjan, près de 2000 à 3000 personnes. Pour nous, c'est des aspects importants. Ça démontre quelque part que les populations sont en train de prendre conscience qu'il faut s'initier, qu'il faut venir découvrir ce que c'est qu'une activité physique afin de lutter contre ces maladies-là. Au-delà de ça, notre parcours nous a permis d'avoir des conventions avec des structures telles que les fédérations sportives qui nous accompagnent de façon très active sur le terrain. C'est des aspects qui sont extrêmement importants pour nous parce que l'initiation et la découverte des populations passent par l'expertise des fédérations, donc des experts qui sont au niveau des fédérations. Nous avons des conventions aussi avec les ministères d'État, tels que le ministère de la Santé, qui nous assiste et qui coordonne l'ensemble de nos activités. Nous avons un accompagnement effectif et technique avec le ministère des Sports et le district d'Abidjan. Votre message pour terminer? Notre message pour terminer, c'est qu'il est extrêmement important que les pouvoirs publics permettent à nos populations de s'adonner régulièrement au sport. Donc ça va passer naturellement par la réhabilitation de certains sites dans nos quartiers. Et nous tenons à dire aux Ivoiriens qu'il est important que tout le monde se mette à la pratique de l'exercice physique de façon régulière afin d'avoir un objectif santé et lutter ensemble contre ces maladies cardiovasculaires. Merci Madame Gouedan d'être venue sur notre plateau. Merci. Avec vous. Nous avons parlé de la santé par le sport, surtout des bienfaits du sport. Et parlant justement du sport, nous allons terminer cette édition par la 6e édition du tournoi de l'UEMOA, tournoi qui a démarré hier au stade Robert Champroux. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire a battu le Togo par 2-1. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.